Et on va passer la parole maintenant à Mathilde Queiroz qui va nous parler du cathéter intraosseux de la voie veineuse et de la voie périphérique veineuse. sous échographie. Merci Marie-Laure. Donc j'enchaîne un petit peu suite aux deux présentations. Effectivement, en anesthésie pédiatrique, déjà si on n'en fait pas beaucoup, on peut déjà avoir une petite appréhension en disant « Ouh là là, je vais devoir endormir un enfant ». D'emblée, l'abord vasculaire va être difficile. Alors on a quand même quelques chiffres, puisque le taux de succès au premier essai est autour de 75%. Mais vous voyez que déjà, à partir en dessous 3 ans, il tombe à 35%, ce qui est faible, avec un taux global autour de 90%. Et finalement, on s'aperçoit qu'on pique un certain nombre de fois. Et comme l'a souligné Karine, il faut améliorer ce nombre moyen, effectivement, qu'il soit 1. L'avantage quand même de l'anesthésie pédiatrique, c'est que ces voies veineuses périphériques sont faites sous anesthésie générale, puisqu'on induit l'enfant avec des halogénés, sachant que peut-être arrive le débat entre l'induction IV et l'induction inhalatoire, et se dire que ces enfants qui sont probablement à risque, d'où l'importance d'évaluer ces enfants en préopératoire, avec notamment donc, ce score DIVA qui date maintenant. On a un score DIVA élevé, donc supérieur à 4. Se poser la question déjà de faire une induction inhalatoire pour éviter cet inconfort et l'anxiété et les douleurs pour l'enfant. Et à cela, rajouter quand même quelques facteurs de risque qui sont décrits dans la littérature, donc l'état volémique de l'enfant, la pathologie, s'il est en surpoids, les antécédents d'abord difficiles, ça c'est important de le noter dans la consultation. On sait que la peau noire aussi entraîne un peu plus de difficultés, et l'expérience de l'opérateur, ça on pourra en discuter. À partir de ce moment-là, il faut probablement anticiper et amener d'emblée votre appareil d'échographie en salle pour justement éviter, on va dire, de piquer pour rien, de se dire bon, je vais quand même essayer pour voir ce qui va du coup induire un échec et aussi une perte du temps, probablement une hypothermie aussi pour l'enfant. Et donc, je rappelle, comme l'a dit Karine, c'est que l'ASFAR, avec la DARPEF dès 2015, dans ses recommandations, donc c'est un grade 2, recommande probablement l'utilisation de l'échographie pour ces apports qui sont a priori difficiles, ce qui va nous permettre d'une part d'avoir un choix éclairé du site. On va choisir finalement la plus belle veine, c'est-à-dire ça peut être au niveau du bras, comme chez l'adulte, la veine céphalique, basilique ou brachiale. Au niveau, il ne faut pas oublier aussi la saphène pour l'enfant, hein, il faut connaître un petit peu la cartographie. Et donc l'écho va nous permettre justement d'identifier les plus belles veines. On va pouvoir ponctionner sous écho, et aussi une chose assez importante, on va aller jusqu'au bout et on va vérifier sous échographie que le cathéter est en place et qu'il n'y a pas d'extravasation du produit qu'on injecte. Donc là, on va voir une petite séquence vidéo. Donc c'est l'appareil échographie. Donc cette image correspond à la vue extérieure. Donc c'était un enfant qui était déjà difficile à piquer. On va avoir une coupe transverse de notre veine avec une ponction hors du plan. Et vraiment le but, c'est d'essayer de voir notre extrémité du cathéter. Donc c'est un point hyper échogène. Et très important, ça va être dynamique, c'est-à-dire qu'on va suivre notre extrémité du cathéter dans la veine, et même si, vous voyez, là, on a un retour veineux, donc régulièrement, on me dit, c'est bon, tu as un retour veineux. Non, il faut continuer à cathétériser sous échographie la veine pour être sûr que l'extrémité du cathéter est en place, parce que régulièrement, si on s'arrête au retour veineux, le biseau est en fait à cheval entre la voie de la veine et la paroi, et à ce moment-là, quand on monte le cathéter, on fait gogner, et c'est un échec. Et vraiment, ce terme de dynamique est très important. On fait des petits allers-retours pour essayer de retrouver cette extrémité du cathéter. Et comme je l'ai dit auparavant, il va falloir aller jusqu'au bout. Donc, on va utiliser également notre écho. Donc, je ne sais pas si vous voyez, on va rechercher la veine et on va injecter sous échographie. On va voir en fait la veine qui va se dilater, et à partir du moment où on arrête d'injecter, va se recollaber. On ne voit pas de diffusion extravasculaire du produit. Donc là, on est sûr à 100% que le cathéter est en place. Et de temps en temps, même si on a à peu près réussi à mettre le cathéter, et ben on va vérifier. Et finalement, on le voit ici, hop, c'est raté. Probablement que le cathéter a dilacéré la paroi, et on voit que ce n'est pas la peine d'insister. 1 millilitre suffit. Alors que quand on n'a pas d'échographie, finalement, on va injecter, on se dit, ah, ça passe, on a peut-être une petite résistance, 1 millilitre, 2 millilitres, 5 millilitres. Et au bout, ça fait un certain volume. Donc, autant arrêter tout de suite grâce à l'échographie. Alors, il y a la technique du coupe de transverse et ponction
hors du plan, on voit ici, et de temps en temps quand même pour vérifier, initialement on pensait être dans la lumière du vaisseau, et vous voyez que là justement l'aiguille n'a pas pénétré la lumière du vaisseau, donc sous échographie, on va pouvoir en coupe longitudinale et ponction dans le plan, avancer notre aiguille dans la lumière. Une petite précision, je ne sais pas si vous l'avez remarqué au niveau du film, du début du film, on ne voyait pas la veine puisqu'on appuyait un petit peu trop avec notre sonde. Donc attention chez l'enfant, hein, j'avais entouré notamment la profondeur. Les veines sont très superficielles, petites, collabables. Donc attention à la pression de la sonde quand on fonctionne sous écho. Alors, si jamais les petits moyens, on pourra peut-être reparler un peu plus tard des infrarouges, et l'échographie ne marche pas, on parle maintenant souvent du cathéter intra-osseux. Alors, les premières indications en pédiatrie, c'est quand même l'accès vasculaire d'urgence. Toutes les sociétés de réanimation sont bien d'accord là-dessus. Donc, en cas d'arrêt cardio-respiratoire non perfusé ou d'un enfant en état critique avec un risque vital qui n'est pas perfusé, il est recommandé d'utiliser le cathéter intra-osseux soit après 1 minute de tentative de voie veineuse périphérique, et je vous rappelle que 1 minute, ça peut passer vite, hein, il ne faut pas se forcer à avoir absolument cette voie veineuse périphérique, soit quand même dans certaines situations, notamment l'arrêt cardio-respiratoire, certaines sociétés proposent de le mettre en première intention. Pourquoi ? Parce que c'est un abord qui est facilement réalisable et surtout très rapide par rapport à la voie veineuse périphérique ou même aux voies veineuses centrales. Et il faut savoir également, dans les recommandations sur les structures et matériels de anesthésie pédiatrique érigées par l'ASFAR et la DARPEF, vous voyez que déjà dès 2000, donc ça fait un certain nombre d'années, il est recommandé d'avoir à disposition un cathéter intra-osseux au bloc opératoire lorsqu'on fait de l'anesthésie pédiatrique. Donc ces indications sont bien claires, avec des recommandations bien claires. Maintenant, ce qu'on peut discuter, c'est justement l'enfant qui est impossible à piquer au bloc opératoire. En cas de chirurgie, on va dire urgente ou semi-urgente, faut-il mettre un cathéter intra-osseux ? Et ça peut être l'objet d'une discussion. En termes de sites d'insertion du cathéter intra-osseux, chez l'enfant, 3 sont décrits essentiellement. Et ce qui va être privilégié, c'est l'accès tibial proximal. Donc c'est sur la face interne du tibia, là où le tibia est assez plane. Donc c'est sous la rotule. Ce site est parfois difficile un petit peu à palper, notamment chez les petits où ils sont un petit peu grassouillés, où les repères osseux ne sont pas complètement formés. Donc un moyen assez simple de savoir, c'est vous prenez la rotule, 2 travers de doigts sous la rotule, de façon aussi médiale, et là on va pouvoir repérer ce site. D'autres sites sont décrits dans la littérature, donc c'est le tibial distal juste au-dessus de la malléole interne, avec, vous voyez, la pointe la plus saillante de la malléole. On pique 1 à 2 cm au-dessus de cette partie pour pouvoir mettre ce cathéter intra-osseux. L'autre site qui est également assez décrite dans la littérature pédiatrique, c'est le fémur distal. Donc là, on se trouve au-dessus de la rotule, à peu près à 1 cm de celle-ci. La jambe doit être tendue, contrairement au site tibia proximal, et surtout ce qui est important, c'est aussi sur la face médiale. Donc déjà une chose à retenir, toujours sur la face médiale de l'enfant, que ce soit en tibia ou en fémur, sachant qu'il faut vraiment privilégier le site tibial proximal, où là la distance entre la corticale antérieure et la corticale postérieure est plus grande, donc avec un moindre risque d'échec. Essentiel, ces 4 critères de réussite sont à rechercher de façon obligatoire. Il faut qu'ils soient tous présents. Sinon, on court des risques. On va parler des complications qui peuvent être dramatiques. D'abord, l'aiguille du cathéter intra-osseux doit tenir tout seul. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ponctionné, elle ne doit pas bouger, elle doit vraiment être fixe. Dès la perte de résistance, si on utilise un cathéter intra-osseux motorisé, ou le changement de pression, si c'est le cathéter intra-osseux qu'on met de façon manuelle. Lors de l'aspiration, il faut qu'il y ait un reflux de quelques gouttes, soit de sang, soit de moelle. Ça, c'est important. Alors, de temps en temps, quand l'enfant est quand même très hypovolémique, on a un petit peu du mal à avoir cette aspiration. Et à ce moment-là, on va injecter notre sérum par cette voie-là, entre 2 et 10 millilitres. Je vous rappelle que c'est des enfants avec des petits poids, ce n'est pas la peine de faire 20 millilitres. Et à ce moment-là, il faut qu'il n'y ait strictement aucune résistance. Et surtout, le dernier critère qui est très, très, très important pour éviter les complications, il ne faut pas qu'il y ait d'infiltration sous-cutanée, c'est-à-dire qu'on ne sente pas de diffusion, que ce soit sur la paroi antérieure ou postérieure, notamment au niveau du mollet.
En termes de matériel, on a deux matériels essentiels qui sont les motorisés et manuels. Donc là, c'est l'ISAD IO, IO pour intra-osseux. C'est le matériel qui est osseuse, qui est motorisé. Hein, c'est la fameuse perceuse qui est maintenant utilisée de façon majoritaire, que ce soit d'ailleurs chez l'adulte ou chez l'enfant. Je vous rappelle qu'il y a 3 types d'aiguilles en fonction de la longueur. La rouge qui est pour le laboratoire dédié à l'enfant, entre 3 kg et 39 kg. La bleue qui est pour les plus de 39 kg, donc l'adulte, et puis la jaune qui est réservée aux patients obèses. Une petite discussion entre anesthésiste-réanimateur pédiatrique, c'est pour l'utilisation de la petite, qui est quand même dédiée à la pédiatrie, mais elle est assez courte et régulièrement on a des difficultés à mettre celle-ci. Donc il y a plusieurs centres, plusieurs opérateurs qui finalement, même pour les petits poids, même pour des 3 kg, utilisent celle-ci qui est intermédiaire pour avoir moins de complications. Un autre critère donc, pour ce type de matériel, important à reconnaître, c'est ces fameux traits. C'est-à-dire quand vous allez poser votre aiguille contre l'os, il faut absolument qu'on voit un trait, le dernier trait noir de 5 mm, pour être sûr qu'on a assez de marge de manœuvre pour pénétrer la médulaire. Donc ici, par exemple, on ne voit pas le trait noir, on est déjà à la garde. Et là, même si on appuie assez fort, on ne va pas être en intra-osseux avec des risques de diffusion. Donc voici un petit film sur cette fameuse perceuse, l'ISAD IO, qui est motorisée. Vous voyez que d'ailleurs, on utilise la bleue. Le repère a été validé. On sent une sorte de changement de pression. Et je vous rappelle aussi qu'on pose l'aiguille contre l'os avant de faire partir la perceuse. Hein. On ne pose pas la peau et on fait partir la perceuse. On pose sur l'os et ensuite on appuie. Ensuite, on va mettre un raccord et la vérification. Vous voyez que l'aiguille, elle tient toute seule. Et voilà, on a le retour veineux. Là, on sait qu'on est en bonne position. Chez les plus petits, je vous disais que les anesthésistes-réanimateurs pédiatriques préféraient quand même probablement la manuelle pour une question de longueur de biseau. Donc ici, le repère est également palpé. Et vous voyez que là, c'est nous-mêmes qui, avec un mouvement de rotation, et on va sentir une sorte de perte de résistance. Très important de maintenir, quand on enlève le stylet, de maintenir ce cathéter intra-osseux qui est très précieux. Et à ce moment-là, à nouveau, vous voyez qu'on va pouvoir injecter de façon assez aisée, et surtout on a un reflux sanguin ou de moelle osseuse qui nous dit que ce cathéter est en place. Un mot sur les complications, puisque dans la littérature, les complications sont décrites comme rares, inférieures à 1%, mais je voudrais attirer l'attention sur ces complications qui peuvent être dramatiques. C'est-à-dire c'est la diffusion de l'injectat, donc probablement par mauvais positionnement du cathé. Soit on a passé les deux corticales et l'extrémité du cathéter intra-osseux se retrouve trop postérieure et on risque d'avoir un syndrome de Loge. Cette radio a entraîné ce symptôme clinique et heureusement c'est passé sans chirurgie, mais on peut être amené à faire des aponevrotomies de décharge. Donc vraiment ce qui est très important, c'est de connaître le matériel, de se former. La longueur doit être adaptée au poids de l'enfant et il faut surveiller. Et je rappelle que cette voie, c'est une voie qui doit rester quelques heures en place, ce qui est dans la littérature, dans les laboratoires décrit 72 heures, mais c'est probablement que quelques heures, et très rapidement passer soit à la voie centrale, soit une autre voie périphérique. Donc là, je vais passer à côté. On a une petite démonstration. Donc c'est un petit mannequin, donc une petite jambe. On va pouvoir mettre en place le cathéter intra-osseux. Donc là, je vous montre les différents matériels. Donc ici, c'est 2 cathéters intra-osseux qu'on va pouvoir introduire de façon manuelle. Donc un plutôt pour les grands et un pour les nouveau-nés. Ici, donc, c'est cette fameuse perceuse donc, qui est motorisée avec ces 3 types d'aiguilles, obèses, adultes, pédiatriques et pédiatriques. Donc ici, nous avons notre petite jambe. On prend l'aiguille, c'est magnétique, juste il suffit de clipper. On prend les différents repères. Donc comme je vous l'ai dit, il faut insérer l'aiguille sans actionner la perceuse. Et une fois qu'on sent le contact osseux, à ce moment-là, on va actionner la perceuse. Et là, on va sentir une perte de résistance. Toujours maintenir le cathéter intra-osseux pour qu'il n'y ait pas de déplacement. On enlève la perceuse qui est magnétique, donc de façon assez aisée. On va pouvoir enlever l'aiguille, mettre
notre prolongateur qui est fourni avec le laboratoire, mais on peut très bien avoir notre propre prolongateur. Et à ce moment-là, vous voyez que l'aiguille tient en place, elle n'a pas tendance à basculer. Et on va pouvoir faire un retour. Vous voyez, là, on a le retour veineux. Je sais que je suis en place. J'ai le retour veineux. Le cathéter ne bouge pas. Je vais pouvoir injecter de façon aisée, toujours en vérifiant qu'il n'y a pas de diffusion, soit dans la loge postérieure, soit en antérieure. Et après, il va falloir fixer de façon très soigneuse. Donc, avec la perceuse, il y a des pansements qui sont fournis, sachant qu'il faut, si vous utilisez ce pansement, il faut le mettre avant de connecter la rampe de perfusion pour être sûr de ne pas bouger. Donc voilà les différents critères de réussite et le matériel. Vraiment, les mots-clés, je pense que c'est formation, connaissance du matériel, connaissance des différents sites et surtout connaissance des critères de réussite. Voilà. Merci Mathilde. D'abord, il y a une question sur le cathé intra-osseux, puisque tu en as parlé pour l'adulte et notamment l'obèse. Donc, il y a un internaute qui demande s'il faut qu'on en ait pour que les fois où on n'arrive pas à perfuser un malade pour un arrêt cardiaque et que c'est un adulte. Alors, je pense qu'effectivement, il est vraiment recommandé d'avoir ce matériel au bloc opératoire. Il peut, parfois dans certains blocs opératoires, on se dit tiens, la réanimation possède ce matériel, mais le temps d'aller le chercher, c'est déjà une perte du temps. Donc, il faut avoir ce matériel à disponibilité, donc savoir où est-ce qu'il est, savoir l'utiliser, donc ça veut dire se former. On a des petits fantômes, les petits os de poulet, c'est très pratique pour la formation et pas cher, hein, ça marche très bien, on a exactement les mêmes sensations. Donc je pense que c'est important de l'avoir. Est-ce que tu penses que dans un bloc opératoire adulte, il faut en disposer? C'était ça un peu le... Ah, je pense, oui. Il est recommandé d'en disposer. Oui, c'est quand même une voie de secours et d'urgence, hein. Donc il faut aller vite. Il est vrai qu'initialement, cette voie d'urgence du cathéter intra-osseux était beaucoup décrite chez l'adulte. Ça fait des années. Et ensuite est venu chez l'enfant, pardon, et ensuite est venu chez l'adulte. Et vraiment, toutes les études vont dans le même sens, c'est-à-dire que c'est extrêmement rapide à mettre en place. Et alors, il y a une question qui demande si est-ce qu'on peut utiliser ce cathé intra-osseux en salle de naissance? Alors, pour l'instant, les recommandations des différentes sociétés nationales, européennes et internationales recommandent le cathéter veineux ombilical pour la réanimation du nouveau-né en salle de naissance. Pour l'instant, ça reste d'actualité. Dans la littérature, notamment en simulation, sont sortis quelques cas de réussite du cathéter intra-osseux pour une réanimation. Ça reste de la simulation. Il y a quelques cas décrits qui ont été rapportés. Vraiment, la difficulté, on l'a vu sur la petite vidéo que je vous ai montrée chez le tout petit, c'était quand même le deuxième essai. Donc chez l'enfant, chez le tout petit, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est facile, mais il peut y avoir des complications qui sont dramatiques. Chez le tout petit, c'est pas si évident que ça. La corticale, la distance entre de la médulaire est en fait autour quand même de 7 mm chez un nouveau-né. Donc voilà, il ne faut pas se rater. Et régulièrement, on a des photos et des images, notamment scanner et radio, qui sont assez impressionnantes avec le cathéter intra-osseux qui va beaucoup trop loin, donc avec un risque de diffusion. Oui, juste une question, oui. Mathilde, si on est contraint de poser un cathéter intra-osseux à un enfant, est-ce qu'ensuite, l'entretien de l'anesthésie, vous le faites avec ce cathéter ou alors vous allez chercher une voie veineuse 63 sur le périphérique pour éviter la toxicité un petit peu de tous nos agents de l'anesthésie sur cette os? Est-ce qu'il y a un risque ou pas? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, une notion importante, c'est qu'on peut tout injecter sur le cathéter intra-osseux. On peut faire une induction, on peut transfuser, on peut mettre des amines. Donc ça, c'est déjà un point important puisque l'objectif, c'est d'abord de stabiliser l'enfant. Ensuite, ça va dépendre un petit peu de l'urgence, notamment soit c'est en réanimation, à ce moment-là on va stabiliser l'enfant pour ensuite passer à une voie veineuse centrale sous échographie. Au bloc opératoire, ça va être un petit peu en fonction de l'urgence de la chirurgie. Donc quand on reçoit une urgence chirurgicale impossible à piquer, on va mettre le cathéter intra-osseux, pratiquer l'induction, intuber l'enfant, stabiliser. Si vraiment la chirurgie est extrêmement urgente, on peut faire l'entretien de cette anesthésie avec ce cathéter intra-osseux. Attention à la fixation, attention à la surveillance, parce que notamment lorsqu'on l'a mis en tibial proximal, ça va être sous les champs, donc il faut savoir le protéger. Par contre, il faut vraiment peser dans la balance. Si on a
un petit peu de temps, à ce moment-là, soit une voie veineuse périphérique sous écho, soit une voie centrale sous échographie. La pose de voie centrale sous échographie, vraiment l'écho nous a apporté beaucoup de choses pour ces accès veineux centraux. Et alors, si vous allez plutôt vers l'échographie, et est-ce que vous utilisez les repérages infrarouges chez l'enfant? Parce que je crois qu'initialement, c'est là que ça a été évalué. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour de la chirurgie programmée, non urgente, avec un enfant, on va dire, stable, sous induction, après induction inhalatoire, les données sont assez contradictoires et il y a une méta-analyse assez récente qui montre que finalement, toutes ces techniques d'infrarouge n'apportent pas grand-chose pour le taux de succès. Il y a même une étude qui a montré que ça aggravé, en tout cas, qu'on mettait plus de temps à avoir une voie veineuse périphérique chez des enfants. Donc, on attendait beaucoup de ce matériel, on est un petit peu déçus et les données vont dans ce sens-là. Contrairement à l'échographie, où là, vraiment, les études, en tout cas en pédiatrie, vont dans le même sens, c'est-à-dire que l'échographie permet d'améliorer ce taux de succès au premier essai. Et donc, si on retient quelque chose pour un établissement qui fait de la pédiatrie, il faut avoir une sonde d'écho disponible au bloc opératoire pour faire de l'écho en cas d'abord veineux difficile. Après, la problématique, en fonction si on a des petits-enfants, c'est cette fameuse sonde pédiatrique. Donc, il faut savoir s'équiper de cette sonde pédiatrique, qui est une sonde à haute fréquence linéaire, donc comme l'adulte, sauf c'est de faible encombrement. Effectivement, si on fait les plus petits, je dirais des moins de 3 ans, il faut s'équiper de cette sonde parce que sinon la sonde adulte est un encombrement trop important et risque même de nous gêner à la ponction. Mais déjà, si on n'a pas cette sonde pédiatrique, utilisez la sonde adulte, même parfois pour faire du repérage. Comme l'a dit Karine, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et ça, on va pouvoir le voir à l'échographie plutôt que justement d'essayer dans tous les sens. Et est-ce que ce dont nous a parlé Laurent, les peak lines, les midlines, ça existe chez l'enfant? Bien sûr, il y a une question à ce sujet. Les peak lines, donc il y a du matériel dédié à la pédiatrie. Donc ce qui va changer, c'est le diamètre. On a du 3F, du 4F. Les midlines existent aussi. Les laboratoires font des efforts pour vraiment réaliser ces midlines, donc ces cathéters spécialement pour midline. Au jour d'aujourd'hui, on utilise, donc c'est des petits moyens, c'est-à-dire qu'on utilise en fait une voie centrale courte, entre 6 et 8 cm, qu'on va insérer au travers un cathlon. Donc ce n'est pas un matériel spécifique midline, mais on va dire c'est un cathéter de plus long, ce qui permet d'éviter qu'il se déplace, qu'on va insérer par voie périphérique sous écho. Les midlines qui sont sur le marché, les plus petits en taille, font 7,6 cm. Donc c'est vrai que pour la pédiatrie, c'est limitant. D'accord. Ouais. Potentiellement, on peut il n'est pas recommandé de les couper. Non, pas recommandé de les couper. D'accord. Il y a une question de Madagascar. Si on n'a pas de kit de cathé intraosseux, est-ce qu'on a d'autres aiguilles qui peuvent être une alternative? Alors, historiquement, ont été utilisées plusieurs aiguilles. Il y a les cathéters pour les biopsies ostéomédulaires, type Cook. Normalement, les pédiatres l'utilisent. On peut l'utiliser. C'est exactement d'ailleurs le même geste. Et aussi a été décrit l'utilisation de cathéters, des cathlons de voie veineuse périphérique de plus gros diamètre, donc type 16 gauge ou 18 gauge. Voilà, pour un abord de secours. Voilà. Donc on peut répondre à cet internaute si vraiment que on n'a pas ce matériel disponible, on peut utiliser ce type de matériel, donc un gros cathlon qu'on utilise chez l'adulte, qu'on peut mettre. C'est pas fait pour, mais c'est déjà une voie d'abord. Voilà, c'est un abord d'urgence en cas de situation vraiment très critique. Il va falloir conclure. Merci à tous. Merci aux internautes qui nous ont posé des questions très pertinentes. Et on vous dit à tout à l'heure pour la reprise du e-congrès de l'ASFAR.